Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire printanier. Nous sommes aujourd'hui à l'abri Sadi Carnot, où vous pouvez voir une œuvre de Guy Denig représentant les visages des victimes de la nuit du 9 septembre 1944, durant laquelle eut lieu une terrible explosion qui fit des centaines de morts. Principal abri souterrain de Brest, il était destiné à protéger la population durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut construit entre 1942 et 1943. Long tunnel de 400 mètres, il va de la place Sadi Carnot, tout près du musée des Beaux-Arts, à la porte Tourville. La ville de Brest y a réalisé des aménagements qui renforcent son caractère de lieu de mémoire pour la paix. Dans cette émission, nous retrouverons Anaïk pour sa chronique spéciale Polar à l'occasion de la sortie du catalogue Polar déjà disponible à la librairie. Et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Philippe Claudel et Philippe Besson. Philippe Claudel nous a fait le plaisir de venir nous présenter son nouveau roman, L'arbre du pays Toradja, paru aux éditions Stock. Un cinéaste perd son meilleur ami, qui est aussi son producteur. Eugène, drôle et déroutant personnage. Dans la mémoire des visages aimés et la lumière des rencontres inattendues, Kundera au bar de l'hôpital, Piccoli au rire éclatant, le narrateur réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre vie. Alors, ce tombeau d'Eugène devient une promesse de vie. Et l'on échappe à la mélancolie pour se réconcilier avec nous-mêmes. Retrouvons tout de suite Philippe Claudel au micro de Laurence. Philippe Claudel, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour, merci. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter L'arbre du pays Toradja, votre dernier livre paru aux éditions Stock en janvier dernier. Vous nous y contez l'histoire d'un cinéaste au mi-temps de sa vie qui perd son meilleur ami, Eugène, qui est aussi son producteur, et il va alors se lancer dans une réflexion sur la part que la mort occupe dans notre existence. Alors ce livre, il s'ouvre sur un voyage, celui du narrateur en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, où vivent les Toradja, et où il va découvrir l'arbre qui donne son nom à votre livre. Alors quel a été le rôle de cet arbre et du rite auquel il est lié dans la naissance de ce livre? Alors cet arbre, il est très particulier puisque ce peuple Toradja, il y a quelques années encore, il accueillait le corps de petits-enfants morts. Quand un petit bébé venait à décéder dans la communauté, on creusait un trou dans cet arbre, on y plaçait le petit corps, on refermait avec des branchages et des linges, et on attendait que le corps se referme sur ce corps et amène donc l'enfant mort vers le ciel. Et j'avais trouvé, quand j'avais découvert ça lors d'un voyage, cette pratique tellement belle, tellement douce, tellement sereine par rapport à la tragédie qu'est la mort, que je m'étais dit qu'un jour il faudrait que j'aille plus loin dans ma réflexion sur la place que la mort, ou que nos morts occupent dans notre corps à nous. Sommes-nous un arbre du pays Toradja? Si oui, de quelle façon? Donc ça a été le début d'une réflexion romanesque, nourrie aussi par des événements de ma vie privée qui m'ont fait en quelques années perdre mon meilleur ami, mon père, ma mère, d'autres personnes. Et ce livre qui commençait sous des auspices graves est devenu en fait au fur et à mesure de l'écriture quelque chose qui m'a procuré à moi et aux lecteurs, si je les en crois, beaucoup de sérénité. Alors vous êtes écrivain et réalisateur, votre personnage, le narrateur, est lui-même cinéaste, et dans le livre vous parlez donc des liens entre la littérature et le cinéma. Dans quelle mesure est-ce que l'écriture de ce livre, qui est très visuel, très cinématographique, a-t-elle pu être influencée par le cinéma ? Alors, ils se nourrissent de façon très visible dans celui-ci, puisque vous l'avez rappelé, c'est l'histoire d'un cinéaste qui est en train de préparer un film. On a même le titre, c'est La Fabrique intérieure, on a le synopsis, on assiste même avec lui à une partie de son casting, il rencontre des comédiens, et il rend compte de ces rencontres. Et puis, sur un aspect plus intéressant sans doute, il y a effectivement cette contamination de la technique cinématographique qui peu à peu s'invite dans certains romans que je fais, par l'agencement des chapitres, par le montage, par le rythme aussi. Il y a une scène sur le quai d'une gare, il y a une scène où Florence, l'ex-épouse du narrateur, monte dans un taxi. Là, ce sont deux scènes qui sont vraiment écrites comme si je décrivais un film, si vous voulez. Alors avec ce narrateur, vous vous interrogez et nous amenez à nous interroger sur de nombreux sujets. Notre rapport à la mort, ce qui nous constitue et nous rend vivants, notre rapport au corps et à son vieillissement, mais il est aussi question d'œuvres littéraires et cinématographiques. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est avant tout un livre sur la vie et l'usage de la vie? Ah oui, très nettement, c'est-à-dire que c'est comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'écriture, je me disais oh là là, je repars encore sur des sujets terribles, sur des sujets graves, qui sont des sujets que je me plais à explorer, parce que la littérature, c'est aussi une confrontation avec le réel, et dans ce qu'il a de plus pointu, de plus coupant parfois. Mais curieusement, en affrontant la maladie et la mort, littérairement dans ce texte, je me suis rendu compte que, agissant en négatif, si vous voulez, le texte
le livre devenait une sorte de célébration de la vie. Eh bien, c'était l'occasion aussi de rendre hommage à des musiques, à des films, à des livres qui m'avaient nourri, qui avaient fait aussi que ma relation avec cet ami perdu dans le livre soit belle, parce qu'on s'échange des livres, on parle de cinéma, on parle de musique, on boit du vin, on goûte des plats, on converse, on voyage, toutes choses qui font que la vie peut être et doit être une aventure merveilleuse et singulière. Philippe Besson est venu nous présenter Les Passants de Lisbonne, paru aux éditions Julliard. Hélène a vu en direct les images d'un tremblement de terre dévastateur dans une ville lointaine. Son mari séjournait là-bas à ce moment précis. Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour, dans un appartement vide, une lettre de rupture. Ces deux-là, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer par hasard à Lisbonne et se parler. Une seule question les taraude. Comment affronter la disparition de l'être aimé et le manque ? Au fil de leur déambulation, dans cette ville mélancolique dont la fameuse saudade imprègne chacune des ruelles tortueuses, ne cherchent-ils pas à panser leurs blessures et à s'intéresser de nouveau aux vivants ? Philippe Besson répond tout de suite aux questions de Laurence. Philippe Besson, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les Passants de Lisbonne, votre dernier roman qui est paru aux éditions Julliard en janvier, et vous nous y contez l'histoire d'une rencontre entre deux solitudes, deux personnages démunis qui doivent chacun affronter une disparition. Et c'est à Lisbonne que ces deux naufragés vont se rencontrer et leurs échanges seront alors teintés par la saudade portugaise, cette mélancolie empreinte de nostalgie. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Hélène et Mathieu, les deux personnages qui portent ce nouveau roman? Hélène, c'est quelqu'un qui a quitté Paris pour se réfugier dans la capitale portugaise qu'elle ne connaît pas, avec l'idée que quand on fuit la douleur, quand on s'éloigne de la douleur, on doit la laisser quelque part derrière soi, ce qui est évidemment une vue de l'esprit. Hélène, c'est quelqu'un qui, un jour, s'est mise devant son écran de télévision et il y avait des images d'une catastrophe lointaine. Sauf que voilà, elle, il y avait une particularité, c'est que son mari était là-bas, dans cette ville qui s'écroulait. Mathieu, c'est quelqu'un qui est dans une situation moins grave, si je puis dire. Lui, il a juste été quitté. C'est quelqu'un c'est un Français lui aussi, mais qui connaît Lisbonne. Il y a travaillé, il y a enseigné, il a fait beaucoup d'allers-retours, il y a rencontré l'homme qu'il a aimé, mais un jour cet homme est parti. Et quand il est rentré dans l'appartement, il a trouvé une lettre de rupture sur la table de la cuisine. Et ils sont dans le hall de cet hôtel, elle est au bar de l'hôtel, il rentre, il la voit. Il ne sait pas qui elle est, et c'est comme s'il la reconnaissait, une sorte d'effet miroir. Alors au fil de leur discussion, Mathieu et Hélène vont se livrer l'un à l'autre, et entre deux va se tisser un lien très particulier, assez difficile à définir, qui est ni de l'amitié ni de l'amour, mais peut-être un petit peu des deux. Comment est-ce que vous le qualifieriez, ce lien ? Ce que j'ai voulu justement, c'est qu'on ne sache pas précisément de quoi il s'agit. Moi-même, peut-être que je ne le sais pas. C'est-à-dire que c'est pas de la fraternité, parce qu'il n'y a pas les liens du sang. C'est pas de l'amour, parce qu'ils sont dans des situations qui sans doute ne permettent pas cela. Je les vois comme des naufragés, c'est-à-dire comme des gens qui ont coulé avec le bateau. Il y a des morceaux épars du bateau autour. Et ils vont s'étreindre comme s'étreignent parfois les naufragés, c'est-à-dire qu'ils voient en l'autre celui qui peut les sauver. Puis toutes ces conversations, elles n'ont pas lieu n'importe où, mais à Lisbonne, l'été, dans une ville écrasée de chaleur, où il y a cette fameuse mélancolie. Lisbonne qui est de plus en plus présente au fil des pages et de l'histoire. Alors comment cette ville s'est-elle invitée dans ce roman jusqu'à en devenir le troisième personnage ? Ah oui, elle est le troisième personnage du roman, ça y a aucun doute. Elle est presque le narrateur de l'histoire d'ailleurs. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire autour de Lisbonne, parce que c'est une ville qui me touche profondément, qui m'émeut et qui me plaît, où je retourne avec beaucoup de plaisir. Et je trouvais que justement Lisbonne, qui est comme vous le disiez, la ville de la saudade, de cette espèce de mélancolie, de nostalgie, qui est en même temps teintée d'espérance, était le parfait écrin pour accueillir ces naufragés-là. C'est une ville, je trouve, de chagrin et de résilience. Pour moi, les gens de Lisbonne, c'est des gens qui dansent sur un volcan. C'est-à-dire qu'ils savent que le gouffre s'ouvre sous leurs pieds, mais ils dansent quand même. Mais finalement, cette ville de Lisbonne et son atmosphère si particulière, quel rôle est-ce qu'elles ont joué dans la construction du roman? Et est-ce que ce sont elles qui ont imposé le rythme de l'écriture? À l'évidence. C'est-à-dire que il y a une espèce de lenteur et de langueur dans le roman qui sont évidemment la lenteur et la langueur de Lisbonne. Et puis parce que chez moi, en plus, la géographie, elle décide de tout. Je veux dire par là que je ne peux pas écrire un livre sans savoir précisément où l'action se déroule. Et donc j'étais guidé en permanence par Lisbonne. J'avais les images de Lisbonne, mais je n'étais pas à Lisbonne quand j'ai écrit le livre. Parce que je pense que justement, si j'avais été, même si c'était tentant, mais je suis allé avant, après, mais pas pendant l'écriture, parce que
parce que si j'avais été à Lisbonne pendant l'écriture, j'aurais été tenté justement d'être très respectueux de la topographie. Donc il fallait au contraire que je sois suffisamment loin d'elle pour que ce qui me guide, ce soit ma mémoire sentimentale, ce soit ma mémoire sensible. C'est-à-dire j'ai écrit ce livre en me souvenant de Lisbonne, en me souvenant d'avoir été heureux à Lisbonne. Et ça suffisait à raconter justement ce bonheur-là. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Anaïk pour ses coups de cœur en polar. Bonjour Anaïk. Bonjour Marion. À l'occasion de la sortie de notre nouveau catalogue polar, tu y as choisi 3 titres coup de cœur. Absolument Marion. Ce catalogue regorge de coups de cœur et je vous invite à venir le chercher dès maintenant à la librairie. Et donc ton premier coup de cœur est un livre d'Olivier Norek qui nous fera le plaisir de venir au mois de juin à la librairie. Tout à fait. Voici le 3e roman d'Olivier Norek qui s'appelle Sur tension. Alexandra est une jeune femme corse qui est prête à tout pour faire sortir son jeune frère de prison. Elle va conclure un marché qui va entraîner la libération de 5 grands criminels. Cette 3e et remarquable enquête du capitaine Coste pousse tous les personnages jusqu'à leur point de rupture. Et ton deuxième coup de cœur est un livre en format poche. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait en poche. Les fantômes d'Éden de Patrick Bowen. Le personnage principal, Paul Becker, est un médecin qui traverse une passe difficile. Il décide de se mettre au vert pendant quelque temps, suit un régime draconien, fait du sport, et lorsqu'il annonce à ses meilleurs amis qu'il est de retour, il échappe de justesse à une tentative de meurtre. Passant pour mort, il revient dans son village d'enfance, décidé coûte que coûte à trouver les réponses à ce qui s'est produit. L'histoire progresse par une alternance passé-présent qui rend ce roman haletant et maîtrisé jusqu'au bout. Et ton dernier coup de cœur est un livre du célèbre Caril Ferret. Alors, 4 ans après Mapuche, qui se passait en Argentine, Condor nous plonge dans le Santiago contemporain, ainsi que dans le Chili de Pinochet. De jeunes garçons sont retrouvés morts dans un quartier très pauvre de Santiago. L'enquête piétine et une jeune femme, Gabriela, étudiante mapuche passionnée de cinéma, ainsi qu'Esteban, un avocat spécialisé dans les causes perdues, vont essayer de faire progresser cette enquête. Condor est un roman qui se savoure, mais qui se digère aussi, car il aborde une période difficile pour l'Amérique latine. Je te remercie Anaïk. Avec plaisir. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Thank you.